Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? Bonjour et bienvenue dans ce cours de terminale spécialité physique-chimie consacré aux piles. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer la photo suivante qui représente une pile que l'on utilise tous les jours. Et nous allons nous poser la question, comment fonctionne cette pile? Pour répondre à cette question, tout d'abord, nous allons voir les réactions d'oxydoréduction. Ensuite, nous verrons le principe d'une pile. Et enfin, nous étudierons une pile. Pour présenter les réactions d'oxydoréduction, je vais faire un parallèle avec les réactions acido-basiques. Et la première question qu'on va se poser, c'est quelle est l'espèce chimique qui est échangée au cours d'une réaction acido-basique. Donc pour ça, je vais prendre l'exemple de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Donc voici la première demi-équation qui correspond au couple acide éthanoïque ion éthanoate. Donc l'acide éthanoïque va céder un proton, noté H+, ici, pour former l'ion éthanoate. Et le deuxième couple qui va être présent, c'est l'ion ici oxonium, et là, la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau va capter le proton libéré par l'acide éthanoïque pour former l'ion oxonium. Et donc si on fait le bilan de ces deux demi-équations, on obtient l'équation suivante, CH3COH plus H2O donne CH3CO- plus H3O+. Conclusion, au cours d'une réaction d'oxydoréduction, ce sont les ions hydrogène ou protons notés H+, qui sont échangés. Maintenant, posons-nous la même question pour une réaction d'oxydoréduction. On va prendre l'exemple entre la réaction entre le métal zinc et les ions cuivre. Écrivons la première demi-équation correspondant à ce qu'on appelle l'oxydation du métal zinc qui va former l'ion Zn2+, et libérer 2 électrons. Maintenant, voyons la demi-équation correspondant à la réduction, c'est-à-dire cette fois-ci, ce sont les ions cuivre qui vont capter 2 électrons pour former le métal cuivre. Si l'on fait le bilan de ces deux demi-équations, on obtient l'équation suivante d'oxydoréduction, Cu2+, plus Zn, donne Cu plus Zn2+. Vous voyez bien que ici, ce sont des électrons qui sont échangés au cours d'une réaction d'oxydoréduction. Comment écrire une demi-équation d'un couple oxred? De manière générale, voilà comment on écrit une demi-équation. C'est l'oxydant qui va capter un nombre entier, donc n est un entier, d'électrons pour former la forme réduite. Là à gauche nous avons l'oxydant, à droite le réducteur. En fait, lorsque l'on passe de la forme oxydée à la forme réduite, on va parler d'une réduction, et lorsqu'on passe de la forme réduite à la forme oxydée, on va parler d'une oxydation. Maintenant, on va voir comment équilibrer une demi-équation d'un couple oxydant-réducteur en milieu acide. Sur la diapo précédente, on a vu deux couples relativement faciles puisque la forme réduite était un métal et la forme oxydée un ion du métal. Donc le nombre d'électrons permettait juste d'équilibrer les charges électriques. Là on va prendre un couple un peu plus compliqué, c'est le couple ion dichromate et l'ion chromate. Voilà la méthode qu'il faut appliquer rigoureusement. Donc la première étape va consister à équilibrer les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc ici l'élément qui est différent de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est l'élément chrome. On en a deux ici et un seul. Donc on va ajouter le coefficient 2 là pour l'équilibrer. Deuxième étape, on va équilibrer les éléments oxygène en ajoutant de l'eau. Donc là on a 7 oxygènes, donc je vais ajouter ici 7 molécules d'eau. En faisant ça, en fait j'ai ajouté des hydrogènes, donc je vais équilibrer en rajoutant des ions H+, donc des protons. Comme j'ai rajouté 7 molécules d'eau, j'ai 14 hydrogènes ici, donc je vais être obligé de rajouter 14 ions hydrogène ici. Ensuite, quatrième étape, cette fois-ci on va équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Donc je vais compter la charge que j'ai à droite. Donc là j'ai 6+, et à gauche j'ai 2- et 14+. Donc ça nous fait 12+, donc je suis obligé de rajouter 6 charges négatives, donc 6 électrons. Voilà, donc là j'ai équilibré cette demi-équation en milieu acide. Vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, on sera amené à écrire des demi-équations d'oxydoréduction en milieu basique. Donc pour ça, en fait, il va falloir faire disparaître les protons H+, ici, en rajoutant des ions hydroxyde. Il faut rappeler qu'en milieu acide, ce sont les ions H3O+, ou H+, qui prédominent, et en milieu basique, ce sont les ions hydroxyde. Quel est le principe d'une pile? On vient de voir que les réactions d'oxydoréduction consistaient en un échange d'électrons entre les réactifs. Comment utiliser ces réactions pour réaliser une pile? Pour comprendre le principe, on va imaginer une expérience où on trempe une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre. Donc voici un dessin qui illustre cette expérience-là.
avec ici la lame de zinc qui trempe dans la solution de cuivre qui a cette couleur bleue caractéristique des ions Cu2+. Lorsqu'on attend un petit peu, on observe que la lame de zinc s'est recouverte d'un solide de couleur rouge brique. En fait, c'est du cuivre qui s'est déposé dessus. Et la solution de sulfate de cuivre est devenue beaucoup moins bleue. En fait, les ions cuivre Cu2+ ont disparu et ont été remplacés par les ions Zn2+. Donc, si je fais apparaître là l'équation qu'on avait établie au préalable, donc on a bien Cu2+, les ions cuivre qui réagissent avec le métal zinc pour former du métal cuivre et des ions Zn2+. Et maintenant, imaginons qu'on puisse zoomer à la surface donc de la lame de zinc au contact de la solution aqueuse. Qu'est-ce qu'on verrait? On verrait que les atomes de zinc vont céder 2 électrons aux ions cuivre présents dans la solution aqueuse. Ainsi, le métal zinc là, va devenir l'ion Zn2+ en solution aqueuse et l'ion Cu2+ va se greffer à la lame de zinc pour former l'atome cuivre. En fait, ce que l'on veut savoir, c'est où se fait cet échange d'électrons. Il se fait juste au contact entre les deux réactifs. On ne pourra jamais imaginer les électrons se promener au sein de la solution aqueuse. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les électrons sont échangés uniquement au contact des deux réactifs. Que doit-on faire pour faire circuler les électrons dans un circuit électrique? La réponse est la suivante, il faut empêcher le contact direct entre les deux réactifs en milieu aqueux, mais les relier par des fils métalliques pour que les électrons circulent. Voici le schéma de ce qu'on appelle la pile Daniel de la réaction d'oxydoréduction qu'on a étudiée juste avant. En fait, vous voyez, on a séparé le métal zinc des ions Cu2+. Donc à gauche, on va avoir l'oxydation du métal zinc en ion Zn2+, et ça va libérer 2 électrons. Alors le fait que ça soit ici l'oxydation, on va appeler l'électrode là l'anode. À droite ici, on va avoir la réduction, donc les ions cuivre vont capter 2 électrons et former le métal cuivre. Donc là, on va avoir une réduction. Et donc l'électrode va s'appeler la cathode. Donc là vous voyez, on a symbolisé comme quoi le métal zinc est en train de se faire ronger, enfin, il se transforme en ion. Et là c'est l'inverse, il y a un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre. Les électrons, vous avez vu, donc ils sont libérés par le zinc et captés par le cuivre. Donc ils vont bien circuler de l'électrode de zinc jusqu'à l'électrode de cuivre. Là je fais apparaître le sens de circulation des électrons. Et vous vous rappelez qu'en électricité, ce qu'on appelle l'intensité électrique, donc qui symbolise la circulation des charges électriques, est notée dans le sens inverse, elle est notée I, et dans le sens inverse de la circulation des électrons. Donc en fait, le courant électrique ira donc du cuivre jusqu'au zinc, part de la borne plus de la pile et va aller à la borne moins de la pile. Ensuite, donc ici, vous avez ce qu'on appelle un pont salin. Alors à quoi sert-il? Le premier rôle, c'est déjà de fermer le circuit électrique. Vous vous rappelez qu'un circuit électrique ne peut pas fonctionner s'il n'est pas fermé. Donc ainsi, donc, le contact électrique se fait là. Donc ici, on a une circulation d'électrons, et là des ions, et aussi ici des ions. En fait, un pont salin est constitué d'une solution soit aqueuse, soit un gel, qui va contenir des ions. Donc ici, on a les ions potassium et les ions chlorure. Le deuxième rôle du pont salin, c'est de maintenir l'électroneutralité des solutions aqueuses. En effet, ici vous voyez que le zinc en s'oxydant va libérer des ions Zn2+. Donc si on ne fait rien, en fait la solution va se charger positivement. Donc il faut que le pont salin fournisse des ions chlorure de manière à équilibrer la charge électrique. De la même façon, du côté de la solution de sulfate de cuivre, là c'est le Cu2+ qui vont disparaître. Donc le pont salin va fournir des ions K+, qui vont maintenir donc la charge positive de manière à ce qu'il y ait autant de charges positives que de charges négatives dues au sulfate. Nous allons étudier la pile aluminium-cuivre. Donc voici un schéma qui représente cette pile, avec ici à gauche donc l'électrode en aluminium qui trempe dans une solution de sulfate d'aluminium. À droite, une électrode de cuivre qui trempe dans une solution de sulfate de cuivre. Ici, le pont salin en chlorure de potassium qui va relier les deux solutions aqueuses. Et ici, donc, un fil de cuivre qui va relier les deux électrodes avec ici un ampèremètre et une résistance électrique. Tout d'abord, nous allons procéder à l'étude chimique, c'est-à-dire établir l'équation d'oxydoréduction qui a lieu dans cette pile. Voici la première demi-équation où l'aluminium va s'oxyder et donc former l'ion Al3+ et libérer 3 électrons. Là, il s'agit d'une oxydation, donc ça impose le nom de l'électrode qui va s'appeler l'anode. Le cuivre, lui, va se réduire, c'est-à-dire que les ions cuivre vont capter les électrons pour former le métal cuivre. Donc là, on a une réduction. Et donc l'électrode de cuivre va s'appeler la cathode. Maintenant, on va faire la somme de ces deux demi-équations. Sauf que là, on a un souci.
Pourquoi? Parce que le nombre d'électrons échangés n'est pas le même pour les deux demi-équations. Nous avons 3 ici et 2 là. On va être obligé de multiplier par des coefficients. La première demi-équation, je vais le multiplier par un coefficient 2, ainsi j'aurai là 6 électrons. Et la deuxième par un coefficient 3, et j'aurai aussi 6 électrons ici. Voici l'équation d'oxydoréduction que l'on obtient avec 3Cu2+, plus 2Al, donne 3Cu plus 2Al3+. Pour finir, on va faire apparaître le sens de circulation des électrons. Donc vous avez vu, l'aluminium s'oxyde, donc il va libérer ces électrons qui vont aller jusqu'au cuivre et puis réagir avec le Cu2+. Forcément, les électrons circulant de gauche à droite, le sens du courant sera de droite à gauche. Et ainsi, on peut définir la borne plus de la pile qui sera ici et la borne moins là. À présent, nous allons faire le bilan de quantité de matière de cette pile. Imaginons que la solution de sulfate de cuivre ait un volume de 200 ml et une concentration en Cu2+ de 1,5 mol par litre. Donc ainsi, je vais pouvoir calculer la quantité de matière d'ion Cu2+. Donc c'est le volume fois sa concentration, donc 0,2 fois 1,5, ça nous fait 0,3 mol. De la même façon, imaginons que la lame d'aluminium pèse 54 grammes. Et la masse molaire d'aluminium étant de 27 grammes par mol, j'en déduis que la quantité de matière d'aluminium c'est 57 que divise 27, donc 2,0 mol. Je vais ainsi pouvoir dresser son tableau d'avancement. Voici mon équation. L'avancement, donc initialement, l'avancement est nul. Mes quantités initiales, donc c'est 0,3 pour les ions Cu2+, 2,0 pour le métal aluminium. Je ne vais pas apparaître les produits parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais juste calculer l'avancement maximal en état intermédiaire. Donc là j'ai 0,3 moins 3x, 2 moins 2x, et l'avancement maximal ça sera 0,1. Pourquoi? Parce que là vous voyez, si je fais en sorte que cette équation soit égale à 0, x, cette quantité de matière soit égale à 0, x va être égal à 0,1, et ici on a x égale 1. Donc je prends la valeur la plus petite, c'est 0,1, donc l'avancement maximal c'est bien 0,1. À la fin, je vais épuiser tous les ions cuivre, et ici il va me rester 1,8 mol. Mon avancement maximal est bien de 0,1 mol. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est quelle est la quantité de matière d'électrons produite? Comme on l'a vu tout à l'heure, pour cette équation avec ces coefficients stoichiométriques là, on avait 6 électrons échangés, donc ma quantité d'électrons qui va être produite par la pile, c'est 6 fois l'avancement maximal, donc 0,6 mol d'électrons. Passons à l'étude électrique et posons-nous la question suivante: quelle est la charge électrique, notée ΔQ, produite par la pile? Tout d'abord, exprimons la charge d'un électron. Alors un électron est chargé négativement, mais nous ce qui va nous intéresser ici, c'est la valeur absolue de sa charge, et donc ça vaut E, vous vous rappelez, c'est la charge élémentaire de 1,6 10-19 coulomb, coulomb étant l'unité de la charge électrique. Maintenant, exprimons la charge d'une mole d'électron. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous avez vu que ça va être lié à cette réaction chimique, et on va exprimer les quantités de matière en mol. Donc on est obligé d'exprimer la charge électrique d'une mole d'électron. On va utiliser la constante d'Avogadro qui correspond au nombre d'espèces chimiques contenues dans une mole. Donc une mole d'électrons contient 6,02 10 puissance 23 électrons. Donc si je multiplie ce nombre par la charge d'un électron, j'aurai bien la charge d'une mole d'électrons. Et donc cette valeur vaut 96 500 coulombs ou 96,5 10 puissance 3 coulombs. Et donc cette valeur est une constante, on appelle ça la constante de Faraday, qu'on note grand F, et on l'exprime en coulomb par mol, c'est la charge d'une mole d'électrons. Maintenant, si je veux exprimer la charge de n mol d'électrons, il suffit de multiplier la constante de Faraday par le nombre d'électrons qui aura été produit par la réaction chimique. Deuxième question qu'on va se poser, c'est quel est le lien entre la charge électrique, donc delta petit q, produite par la pile, et l'intensité I qui va être débitée par la pile. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'intensité électrique, on peut la définir comme un débit de charge électrique. Dit autrement, l'intensité, c'est un delta Q sur delta T, si l'intensité est constante. Et donc, exprimer delta Q en disant que c'est I fois delta T. Ainsi, on obtient la relation suivante. La charge électrique produite par la pile, c'est soit la quantité de matière d'électrons produite par la pile fois la constante de Faraday, ou l'intensité que débite la pile fois la durée d'utilisation de la pile. Je vais préciser là les unités des différentes grandeurs. Donc delta Q s'exprime en coulomb, la quantité de matière d'électrons en mol, la constante de Faraday en coulomb par mol, l'intensité en ampères et la durée d'utilisation en secondes. Pour conclure, nous allons revenir sur la question qu'on s'était posée lors de l'introduction, qui était comment fonctionne une pile alcaline. Donc voici la photo de la pile qu'on avait vue lors de l'introduction, et voici ce que l'on verrait si on coupait la pile en deux. Alors tout d'abord, revenons sur le terme alcaline. Alcaline veut dire que la pile va fonctionner en milieu basique. Et on va voir justement pourquoi lorsqu'on va décrire les constituants de la pile. Alors commençons par le premier réactif ici qui est le zinc, et qui va être au contact de l'anode. Donc le zinc va s'oxyder
Et vous voyez, le contact électrique se fait avec la partie jaune ici, donc la borne négative de la pile sera ici. Ensuite, donc ça c'est l'anode justement, et donc là on a l'électrolyte, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre de faire le contact électrique entre le zinc et l'autre réactif qui est le dioxyde de manganèse sans que les électrons circulent. Il est constitué de hydroxyde de potassium, c'est pour ça qu'on dit que c'est un milieu basique et d'où le nom alcali. Ensuite ici nous avons la cathode. Donc la cathode va permettre de faire le contact avec la borne plus ici. Et donc le réactif qui va se réduire, c'est le dioxyde de manganèse ici. Et donc pour pas qu'il y ait le contact électrique entre la borne plus et moins au sein de la pile, vous avez ici l'isolant qui empêche la partie jaune de toucher ici la partie noire. Quelle est la réaction chimique qui produit le transfert d'électrons? On va commencer par l'anode. L'anode est au contact du zinc. Donc le zinc, comme c'est l'anode, le zinc va s'oxyder. Donc Zn va donner Zn de plus 2 électrons. Sauf que ici on est en milieu basique. Donc en présence d'ions hydroxyde, en fait les ions Zn vont former l'hydroxyde de zinc. Pour former l'hydroxyde de zinc, j'ai besoin de 2 ions hydroxyde. C'est pour ça que je fais aussi apparaître ici 2 ions hydroxyde. Ensuite, à la cathode, là c'est le dioxyde de manganèse qui va se réduire et former l'ion manganèse. Je vais appliquer la méthode qu'on avait décrite en début de vidéo. Première étape, je m'assure que les éléments autres qu'oxygène et hydrogène sont bien équilibrés, ce qui est le cas ici, puisque j'ai 2 éléments manganèse ici et 2 éléments manganèse là. Et ensuite, je m'occupe de l'oxygène. J'ai 2 éléments oxygène là, donc je suis obligé de rajouter 2 molécules d'eau. En faisant ça, j'ai ajouté des éléments hydrogène, donc je suis obligé ici d'équilibrer en rajoutant 4 ions hydrogène. Comme on est en milieu basique, je vais être obligé de faire disparaître ces ions hydrogène en rajoutant des ions hydroxyde. Donc je vais rajouter 4 ions hydroxyde de part et d'autre de l'égalité. Ça va me former 4 molécules d'eau. Je vais écrire l'équation suivante, MnO2 plus 4H2O égale Mn2+, plus H2O plus 4H-. Donc de la même façon, Mn2+, avec H-, ça va former de l'hydroxyde de manganèse. Et les 4H2O, on pourra simplifier avec les 2H2O ici, donc il ne restait plus que 2H2O. Donc au final, voilà l'équation que j'obtiens, c'est MnO2 plus H2O donne MnOH2 plus 2H-. Et ce qui me reste à faire maintenant, c'est équilibrer les charges. Donc ici, on a uniquement une charge sur les ions hydroxyde. Il y a 2 ions hydroxyde, donc je vais être obligé de rajouter 2 électrons. Ça tombe bien, c'était aussi le nombre d'électrons qui était échangé à l'anode. Donc là, il ne reste plus qu'à faire la somme des deux équations. Les électrons vont s'éliminer, ainsi que les ions hydroxyde. Au final, on va avoir le dioxyde de manganèse, plus 2 molécules d'eau, plus Zn donne dihydroxyde de zinc et le dihydroxyde de manganèse. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. We happy? Vincent! We happy? Yeah, we happy.